Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire. Je suis Ali Tanji Ravi, Project Manager chez BAS Consulting. BAS Consulting, c'est un cabinet de formation, de conseil, de recrutement. Et pour le volet formation, il est fondamentalement tourné dans le domaine des marchés publics, notamment les procédures internationales. Quand nous parlons de procédures internationales, on peut mettre en avant une grosse structure bancaire qui est la Banque mondiale. Et c'est à juste titre que le webinaire de ce jour voudrait bien se pencher sur la Banque mondiale, notamment la gestion du STEP. Et le thème de la gestion du STEP de la Banque mondiale en marché public sera animé par un consultant formateur que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais avant, il me plaît de partager avec vous le programme suivant lequel ce webinaire qui va tenir 60 minutes ou moins de 60 minutes. Dans un premier temps, nous allons écouter le consultant formateur dans sa présentation sur le thème. Nous ferons ensuite une transition qui va permettre d'aborder la deuxième partie qui sera faite des réponses que vous allez poser dans le chat et qu'il se fera le plaisir de répondre. La transition va consister à partager avec vous quelques petites informations. Chers participants, je voudrais à cet instant installer le consultant formateur sur le thème, M. Akibo Bassabi, consultant formateur en marché public, notamment en procédure internationale. Bonsoir, consultant, soyez les bienvenus. Bonsoir, monsieur Henry. Merci beaucoup. Merci des présences respectives que je vois que je vois ici. Et désolé si la communication aussi va nous poser quelques petits problèmes. Cela va être géré en fonction de l'évolution. C'est un problème un tout petit peu général dû à une certaine rupture d'un câble sous-marin, j'aurais appris. Donc, je pense qu'il y a quelques petits problèmes avec les connectivités, pas seulement dans nos pays, mais dans les pays voisins également. On en tiendra compte. Merci beaucoup. Et le thème du jour, comme il a clairement annoncé, c'est sur la gestion du STEP de la Banque mondiale. En réalité, rien de complexe, mais qui n'est pas forcément connu par les acteurs de la chaîne de commande publique pour ceux qui n'ont pas encore travaillé avec les procédures de la Banque mondiale. Et de l'autre côté, il faut noter que ces procédures-là, aujourd'hui, viennent d'un historique. Et le STEP fait partie d'une certaine valise, une valise qui est venue avec un ensemble de réformes et qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu, de par mon expérience, l'une des bêtes noires des spécialistes en marché public, parce que lors des entretiens de recrutement et autres diverses opportunités, c'est une question qui revient souvent. Que savez-vous du STEP? Comment est-ce que le STEP est géré? À quoi cela sert? Il y a beaucoup de questions satellitaires autour de ce module-là, de ce step-là, que beaucoup de gens n'arrivent pas forcément à circonscrire, ce qui fait que ça les désavantage les entretiens de recrutement. Il n'y a absolument rien de sorcier autour du step. Et la première chose que je vais dire, là, je démarre, c'est que dans vos pays, il faut partir de ce que vous maîtrisez le plus. Et dans vos pays aujourd'hui, vous qui êtes tête de la chaîne de commande publique, vous avez un système similaire. Je dis bien similaire, même s'il n'est pas forcément superposable. Il s'agit du SIGMAP. Selon les pays, hein, le FIBOMAP, selon certains pays, l'appellation peut différer, mais le système reste le même en termes d'implémentation, de capacité d'implémentation. Vous avez des SIGMAP qui sont des systèmes intégrés de gestion des marchés publics, qui sont les grands outils au niveau de vos pays électroniques de planification des marchés publics. Eh bien, le STEP fonctionne un peu sur cette lancée-là,
Mais le STEP, il faut reconnaître que c'est propre à la Banque mondiale. Vous ne verrez pas le STEP avec un autre bailleur. Première chose qu'il faut dire ici. Deuxième chose également, c'est que le STEP est géré par la Banque mondiale ensemble avec l'emprunteur, le pays emprunteur. Donc, on ne peut pas se lever tout à l'heure, à l'instant où nous parlons, pour aller rapidement sur le site de la Banque mondiale et avoir accès au STEP directement à des projets et autres, et voir les indicateurs de performance clés et autres. Il va falloir une certaine accréditation dans le STEP pour que vous puissiez avoir accès à l'outil qui est administré par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, d'ailleurs, a fait beaucoup de formations dans la gestion du STEP. L'autre chose encore qu'il faut noter, c'est que je l'ai dit au début, c'est venu dans une certaine valise. La valise de 2016, je l'appelle comme ça parce que la grosse réforme de tout ce qui est modalité d'acquisition de biens et services de la Banque mondiale a eu lieu en 2015, mais a pris effet, bien sûr, en 2016. Donc, il y a eu un nouveau cadre de passation des marchés qui est venu quand même, soit une série de réformes, dont le STEP qui est devenu obligatoire pour tous les projets de finance, pour tous les projets qui sont financés dans les pays de l'emprunteur, ce qu'on appelle le financement des projets d'investissement. Donc, il y a un nouvel règlement qui a été à date révisé 4 fois. Je pense qu'on est à la 5e édition, celle de septembre 2023. Il ne fait que, depuis la première édition, renforcer les dispositions liées à la gestion du système. L'autre paramètre, c'est qu'il faut peut-être le 0 à 1, j'aurais dû peut-être commencer par là. Le STEP, c'est en anglais, je suis d'accord, c'est le Systematic Tracking of Exchange and Procurement. Quand on le traduit en français, vous avez suivi systématique des transactions des marchés publics. Donc, le STEP aujourd'hui, c'est 3 fonctions essentielles que vous avez à travers le STEP. Vous avez 3 fonctions essentielles à travers le STEP. La première fonction, c'est la fonction de planification des marchés publics. La fonction de planification des marchés publics. La deuxième fonction, c'est la fonction de gestion des transactions, même des marchés publics dans le STEP. Et la troisième grande fonction que vous avez est une fonction liée maintenant à l'historique des marchés publics qui font quand même aujourd'hui un socle pour le contrôle et l'audit des marchés publics et également pour l'archivage électronique des marchés publics. Ce sont les 3 socles aujourd'hui que vous avez en matière de gestion du STEP. Le STEP est géré par la Banque mondiale. C'est une plateforme de la Banque mondiale. Mais les pays emprunteurs ont des accréditations, ce qu'on appelle les utilisateurs. Quand vous entrez dans le STEP, ce qu'on appelle les utilisateurs STEP. Au niveau du STEP, aujourd'hui, il faut noter qu'il y a eu une première grosse réforme qui a eu lieu en 2022, qui a quand même consacré la grosse ère de la grande révision du STEP et qui a été renforcée ne serait-ce qu'un an plus tard, notamment en 2023. Donc, vous avez éléments clés dans la gestion de ce qu'on appelle les modules de gestion de contrat du STEP. Un, c'est la feuille de route même, qui est plus ou moins ce que moi j'appelle la base. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va affecter ce qu'on appelle les gestionnaires de contrat, je vais appeler utilisateurs tout à l'heure, qu'on peut avoir en termes de gestionnaires de contrat, les gestionnaires principaux et les gestionnaires secondaires selon les cas. Comment est-ce qu'on peut enregistrer et télécharger les documents aussi de passation des marchés, les documents très importants de passation des marchés. Vous avez les garanties que vous connaissez de façon classique, de bonne exécution. Il y a aussi parfois des garanties supplémentaires qui ne sont pas forcément techniques, mais des garanties environnementales et sociales sur des projets. Sur le level de la Banque mondiale, c'est un vecteur extrêmement puissant. Comment est-ce qu'on télécharge aussi les contrats signés? Parce que il faut noter que quand vous prenez le STEP, vous allez avoir 3 variables. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Et les dates de signature, c'est-à-dire les marchés signés et les dates de signature. L'information que vous devez faire à la banque de la signature du contrat avec toutes les dates de signature et d'achèvement du contrat. De la signature jusqu'à l'achèvement du contrat et toutes les livrables.
Vous avez un deuxième paramètre, les indicateurs de performance clés, les IPC. Et ça, c'est de la responsabilité de l'emprunteur qui crée les IPC. Bien sûr, avec la banque, qui va être sur des paramètres purement de description. C'est l'indicateur que vous devez mettre pour mesurer. Cet IPC-là, il est décrit comment? Quelle est sa pertinence? Quelle est la période pendant laquelle l'indicateur va mesurer cet aspect? Et l'unité de mesure et les objectifs spécifiques atteints par indicateur de performance clé. Donc, l'emprunteur va enregistrer ces IPC-là réels de façon mesurée. Au troisième paramètre, permettez-moi, la charge que j'avais oubliée là. Elle fuse. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc, vous avez un troisième paramètre, un troisième élément, aussi. Les livrables sont bien pour le marché signé lui-même. Après cela, vous avez toutes les dates prévisionnelles de signature du contrat, les autres étapes. À chaque étape, quels sont les livrables qu'on devrait pouvoir avoir, quels sont les livrables requis et quels sont les pouvoir avoir. Les documents requis et livrables qu'on devrait avoir. Justement, la transition avec le quatrième point, c'est lié au déclencher des actions de paiement en fonction de tout ce qui a été prévu dans le marché initialement signé. Donc, aussi l'obligation au niveau des paiements d'enregistrer le plan de paiement. Mais ce qu'on dans le marché qui sont payés en fonction des phases et tout cela, quels sont les taux d'émission physiques qui doivent correspondre, arriver bien sûr à la durée d'exécution du contrat selon les cas. Il y a quelque chose, j'entends. Je pense qu'on a eu un problème d'interruption avec la caméra. Monsieur Henry, est-ce que je suis audible? Monsieur Henry? Consultant, oui, vous êtes audible. Sauf que il Est-ce y que je a suis un très... moment, oui, Est-ce que je vous suis êtes bien audible audible? parfaitement. D'accord, super. Je pense qu'on a eu la caméra, on va basculer sur la deuxième. Vous avez parlé principalement de la feuille de route, le premier point des indicateurs de performance. Les livrables et également les questions de paiement sur toutes les étapes du processus de passation des marchés. Maintenant, quels sont les marchés qui vont faire l'objet de la gestion dans le secteur? Vous avez trois types de marchés, principalement. Vous allez avoir les marchés d'un montant faible, c'est-à-dire faible valeur estimée, parce qu'il y a les deux paramètres, j'insiste toujours là-dessus. Vous avez les deux paramètres d'appréciation qui sont le montant estimé et la valeur, et le niveau de risque du marché. Le niveau de risque du marché qui est toujours évalué dans la CPRD, qui est l'outil de planification par excellence de la Banque mondiale que vous connaissez probablement déjà. Donc, à ce niveau-là, lorsque vous allez avoir des marchés, ce que j'appelle les marchés encadrants verts, montant estimé très faible et niveau de risque faible, ces marchés-là ne vont pas requérir un suivi dans le temps. Ce n'est que la partie marché signé qui est requis à ce niveau-là.
Au niveau de ces marchés-là, vous allez juste avoir un enregistrement du contrat et la notification à la banque parce que c'est un marché faible risque et à valeur prévisionnelle faible. Les deux autres catégories, bien sûr, on va faire en crescendo. Vous allez avoir maintenant les marchés qui sont soumis à ce qu'on appelle la revue a posteriori. Là, au-delà de l'enregistrement et de la notification à la banque, vous devez obligatoirement dans cette renseigner tous les livrables et aussi le processus de paiement et les déclencheurs des différents paiements. Et maintenant, le plus complexe, bien sûr, ce sont les marchés soumis à un examen préalable à la catégorie où tous les paramètres devraient être respectés. L'enregistrement de la signature, les livrables, les questions liées au paiement. Et là, vous êtes obligé d'introduire les étapes contractuelles clés des événements et également les indicateurs de performance clés dont j'ai parlé, ces ITC-là. Donc, voilà un peu en ce qui concerne de façon préliminaire la gestion du STEP. Maintenant, dans les faits, le STEP va être géré entre l'emprunteur et la banque. Et je peux vous assurer, je le recommande généralement, quand vous allez au niveau de vos pays, vous avez ce qu'on appelle les représentations résidentes de la Banque mondiale. Vous allez voir qu'au niveau de chaque représentation résidente de la Banque mondiale, vous allez avoir un gestionnaire STEP. Il y a une personne en charge de la gestion du STEP. Et parfois, il est arrivé, hein, pour ceux que j'ai parfois accompagnés dans le STEP, notamment quelques projets au Bénin, il y a eu des moments où le STEP avait de petits problèmes. Ça arrive pour des utilisations du mal, malgré toute leur technicité et toute la bonne foi, parfois insérer des données, ce sont des bugs du système, mais qui sont quasiment résolus aujourd'hui pour ce que je sais. Vous allez avoir ces gestionnaires du STEP-là qui sont vos interlocuteurs en matière de gestion de cette plateforme-là avec la Banque mondiale. Donc, les gestionnaires STEP s'occupent de gérer ensemble la plateforme avec vous, de vous former parfois, de vous accompagner dans l'implémentation et de l'introduction des indicateurs de performance clés, des livrables et de toutes les étapes du projet. Et lorsque vous avez même des avis de non-objection qui sont requis, cela se fait bien sûr à travers le STEP. Donc, pour cela, on parle de gestion des transactions des marchés. Donc, si vous regardez bien, je l'ai parlé au début, ça va faciliter même un travail d'archivage électronique de la concession des marchés. Bien sûr, en fonction des marchés, faible, valeur estimée faible, niveau de risque faible, marché soumis à l'examen à posteriori et l'examen à priori. Donc, à ce niveau, ce qui est fortement recommandé aujourd'hui, c'est que vous soyez bien sûr en contact avec les gestionnaires de la Banque mondiale, qui sont les seuls habilités déjà, hein, permettre l'utilisation, l'intégration, bien sûr, des utilisateurs principaux ou secondaires. Donc, sur un contrat, on peut avoir deux utilisateurs, plus d'un utilisateur pour la gestion d'un contrat. Donc, il y a un régime de suppléance que vous pourrez intégrer dans le STEP aujourd'hui. Deuxième paramètre, vous pourrez aujourd'hui intégrer des personnes qui ne sont pas forcément de l'agent d'implémentation, qui ne sont pas forcément de l'emprunteur, notamment des consultants. Donc, le STEP peut vous permettre d'insérer des consultants pour la gestion et le suivi des marchés. Cela arrive régulièrement pour les marchés de prestations intellectuelles où vous avez des consultants individuels qui sont recrutés à ce niveau, ou lorsque vous avez des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguées parfois avec des emprunteurs. Vous avez également des consultants individuels qui sont recrutés, par exemple, pour accompagner l'emprunteur pour la gestion de certaines activités, certains marchés. Donc, ces consultants-là peuvent être intégrés bel et bien dans le système. Ça, c'est une variable très importante. Maintenant, les projets avant le STEP, comment est-ce qu'ils sont gérés? C'est un peu comme la PPSD, hein, c'est la même dynamique à ce niveau-là. C'est que tous les projets qui ne sont pas soumis au STEP, obligatoirement soumis au STEP, peuvent être intégrés dans le STEP dans un cadre d'anticipation. Donc, s'il est mauvais et si l'emprunteur est demandeur et estime que les projets qui ne sont pas forcément soumis à la gestion du STEP peuvent permettre, parce que le STEP est très agile, il s'adapte, peuvent permettre quand même à ce que
cette intégration-là, une fois effectuée, va permettre de réaliser ce qu'on appelle l'objectif d'adaptation aux besoins, qui est l'objectif principal pour lequel d'ailleurs ce n'a pas été mis en place. Il ne faut pas perdre ça de vue, c'est le value for money. Le value for money qui est le rapport qualité-prix et le fit for purpose qui est l'adaptation aux objectifs. Donc, c'est dans une démarche d'efficience et d'optimisation de la gestion des ressources. Donc, le TEP également va vous notifier. À chaque étape, quand vous le renseignez, vous avez un système qui est lié à vos idées que vous allez intégrer obligatoirement, qui va vous donner des alertes. Attention, l'autre étape, c'est telle étape et ça va venir dans tel nombre de jours. Aujourd'hui, avec l'actualisation de 2023, on peut faire les durées en jours, en mois et en année. Avant, c'était uniquement en jours. Maintenant, ça permet de mettre en mois et en année. Donc, le STEP vous permet de suivre et va mettre en place, et a d'ailleurs mis en place, un programme de gestion des alertes qui vous permet chaque fois dans votre mail de savoir quelles sont les étapes à suivre, les conditions à suivre et tout ça. Donc, cela vous permet à tout moment d'être, je peux l'appeler une camisole de force qui vous permet d'être dans les délais. Parce que le problème, c'est que la mauvaise gestion des délais des marchés publics ont beaucoup d'incidences financières. Et c'est l'une des questions que le STEP tient à régler et est en train de régler d'ailleurs. Donc, c'est des problèmes de délai de paiement. Qui doit payer quand? Et vous allez remarquer, pour ceux qui sont sur les marchés financiers par la Banque mondiale, il ne vous apprend rien. Vous allez voir que les processus de gestion des marchés de décaissement, surtout sur, principalement, je veux le dire, sur des marchés où il y a ce qu'on appelle le compte spécial ou la caisse d'avance, vous allez voir que des paiements peuvent se faire même le lendemain aujourd'hui. C'est-à-dire sur des marchés de fourniture qui sont livrés où il y a quand même il n'y a pas de réserve, où il y a une commission de réception. Le lendemain, le chèque peut se faire. On peut vous payer à 95%. C'est ce que les 5% puissent être récupérés après la réception définitive prononcée de facture ou par exemple des matériels informatiques. Donc, tout ça a été allégé pour non seulement permettre aussi aux entreprises, parce que beaucoup pensent que le STEP, c'est pour les emprunteurs. Non, ça permet aussi à l'emprunteur de bien régler les délais et de se mettre une camisole de force pour faire les paiements dans les meilleurs délais, pour faciliter l'implémentation et la gestion de ces marchés-là au secteur privé. Donc, le secteur privé aujourd'hui est l'un même des gros bénéficiaires de la mise en place et de l'application correcte du module de STEP. Parce que ça gère les paiements, comme je l'ai dit en quatrième. Donc, vous allez avoir toutes ces flux de paiement-là qui vont être réglés. Et aujourd'hui, il est même recommandé sur certains marchés spécifiques que le paiement dépassera une semaine. C'est pour cela que la Banque mondiale du travail a raccourci les délais de paiement, les dispositions de paiement, sécurité de paiement également, mais tout en, je dis bien, tout en étant efficient et en relevant le niveau de performance de ces marchés publics. Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins ce que je peux vous partager avec vous très rapidement sur la gestion du STEP. Je pense qu'on a fait 25 minutes ou 20 minutes. Pour ceux qui auront des questions, ils pourraient les poser ici. Encore désolé pour la caméra qui nous a lâché. Bon, je pense on prévoit toujours un plan B. C'est ce qui a fait qu'on est passé à la seconde caméra très vite. Voilà. Donc, pour la transition, vous me permettrez très rapidement, parce que ici, c'est un webinaire, on essaie de le rappeler. Ce n'est pas une formation. Beaucoup l'appellent formation. On ne fait pas une formation en une heure. Le webinaire, c'est une présentation ici. Et après, des gens vont poser des questions, vous pourrez répondre. Donc, c'était les pistes pour vous orienter. Pour la gestion du module de STEP, vous avez aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Banque mondiale, c'est vrai que la grosse difficulté pour certains, comme moi, principalement, ça va être la langue anglaise. Donc, vous allez avoir beaucoup de didacticiels et beaucoup de PowerPoint que vous allez avoir sur la gestion du STEP. Et vous avez même le guide d'utilisateur de STEP qui est je pense, si ma mémoire est bonne, novembre 2022, la première édition, la grosse qui est sortie, qui vous permet, je pense que ça fait autour d'une cinquantaine de pages, hein, avec des captures. Vous avez des captures même d'écran de STEP à l'intérieur. Vous allez voir comment est-ce qu'on insère les utilisateurs, comment est-ce que les alertes sont lancées, comment est-ce que c'est administré, comment est-ce que les indicateurs sont mis, les étapes clés. On ne pourra pas le faire ici parce que c'est dense. C'est dense, c'est justement pour ça que nous sommes permis cette année de programmer deux formations dans ce sens-là. La première qui est plus ou moins générale et la deuxième qui est spécifique. Et je pourrais partager très rapidement l'écran avec vous. Ici, excusez-moi.
La première, parce que ces formations-là, vous pourrez y participer hein, en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. C'est ce qu'on nous demande souvent, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas voyager. Donc, on a prévu deux formations. Je pense que ça vient à l'écran là, vous pouvez voir évidemment. Voilà, je pense que c'est bon. Si vous allez sur le site web de Base Consulting, vous allez voir ce séminaire-là. On va tenir déjà au mois de juin. C'est le système d'information en passation des marchés. Ça va beaucoup aborder le STEP parce que le STEP, c'est une plateforme purement électronique digitale. Donc, la gestion des systèmes d'information en marché public va beaucoup parler de STEP à ce niveau. C'est une co-animation entre le consultant, M. Sinembu Dorotimi. Vous pouvez aller voir son profil, il est expert en IT, en gouvernance de systèmes d'information. Et, euh, et pour le volet procurement, moi-même qui suis à l'écran, M. Akouba Salimoussé, c'est du 10 au 14 juin 2024 de 8h à 16h de façon classique à Onomo Hotel à Dakar au Sénégal. Donc, on aura un maximum 10 participants. Vous avez le cours en présentiel, le cours en ligne. Vous pourrez télécharger la plaquette, la visualiser. Vous pourrez descendre ici. L'animateur principal, il est là, M. Tinemou. Vous cliquez sur le WhatsApp, ça vous permet de discuter avec lui. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez le discuter avec lui par mail également. Et voilà quelques avantages aussi offerts par la formation. Donc là, vous avez cette formation qui va aborder le STEP, mais il y a une autre formation qui est encore plus spécifique cette fois-ci, qui va se dérouler à Istanbul en juillet cette fois-ci, fin juillet, début août, la rédaction de la PPSD et la gestion du STEP. Ce sont les deux grosses bêtes noires, on a remarqué. Pourtant, ce n'est pas nouveau. La PPSD, c'est depuis 2015-2016, principalement depuis le 1er juillet 2016 que c'est entré en vigueur. Donc, ça constitue encore la bête noire pour beaucoup. Mais certains, en fait, veulent se préparer à ça avant d'entrer sur des projets bancaires. Pour qu'il soit déjà, que ça facilite leur intégration, leur processus de recrutement et tout le reste. Donc, sur la demande de beaucoup, on a programmé cette formation-là en Turquie et Istanbul, du 29 au 2. Donc, ça va être la rédaction de la PPSD et la gestion même du système de façon vraiment détaillée. Ça va être une formation qui est uniquement sur. Donc, une fois encore, même processus, vous avez une tarification en présentiel en ligne pour ceux qui veulent participer en ligne, c'est une idée. Vous avez le consultant, vous pourrez lui écrire par WhatsApp, discuter par mail si vous avez des préoccupations techniques. Et être sûr que vraiment vos questions seront abordées, préoccupations également. La plaquette, elle est téléchargeable, vous la téléchargez, vous allez bien voir le contenu. S'il y a des notions que vous souhaiterez aborder, vous discutez avec le consultant, cela peut être pris en compte après, bien sûr, votre inscription. Donc, voilà un peu hein, les deux formations, la gestion des systèmes d'information en marché public et la gestion de la PPSD et du TIEP. Les deux, il y a le premier qui est à Dakar et le second qui est ici à Istanbul. Les deux, bien sûr, avec une participation en ligne. Merci beaucoup de votre attention et ça reste un webinaire de 20 minutes, 25 minutes, je ne pourrai pas tout faire. C'est nettement plus détaillé. Cela est réservé uniquement aux formations, parce qu'en formation, ça fait plusieurs jours. Ici, on n'a que 20-30 minutes de présentation et on va maintenant vous écouter pour vos questions-réponses et les différentes préoccupations également. Merci de votre attention. Merci beaucoup, consultant, pour la présentation. Nous sommes en train de récolter les questions dans le chat actuellement. Il y a une question, celle de M. Macédé Théodore. Mais nous attendons également les autres questions parce que c'est après la récolte qu'en une seule fois, le consultant formateur va se prêter à l'exercice de réponse. Merci beaucoup. Fondamentalement, le chat est disponible pour
ceux-là qui sont dans des environnements professionnels, sans forcément faire un voice pour perturber les collègues, ils ont la possibilité d'écrire. Donc, nous sommes encore là pour enregistrer vos questions. Je te invite pour ceux qui souhaiteraient quand même se prononcer de façon verbale. Je pense qu'ils pourraient le faire en levant la main et vous allez désactiver leur micro et les autoriser à se prononcer. Exactement, oui. Monsieur Sylvain, nous avons enregistré votre question. Merci, Monsieur Sylvain Roudet. La seconde question enregistrée. Je rappelle que pour ceux-là qui émettent le vœu de faire un voice, un vocal, ils ont la possibilité de lever la main et nous allons activer leur micro. Monsieur Théodore, deux questions déjà. Monsieur Sylvain, deux questions aussi. Et une question de Monsieur Nourou Katib. OK, dans une poignée de secondes, nous allons fermer la partie collecte des questions et permettre aux consultants d'être suffisamment à l'aise et lui donner le temps nécessaire pour répondre. On ne reviendra pas pour une deuxième vague de collecte de questions.
OK, nous allons faire le point. Monsieur Théodore Macédé, merci. Vous avez posé deux questions. La première, comment sont définis les indicateurs clés de performance? Et dans une seconde question, certains paramètres, notamment de révision de prix dans les documents types, sont sont difficilement applicables. Je suppose que c'est ce que vous voulez écrire. Sont difficilement applicables. Que faire? J'ai bien restitué, je crois, Monsieur Macédé. Monsieur Sylvain, OK, d'accord, merci. Monsieur Sylvain qui a posé une première question. Est-ce que pour les marchés soumis à contrôle a posteriori, l'on peut utiliser les documents types nationaux ou carrément il faut que pour tous les marchés, il faut utiliser pour tous les marchés les documents types de la banque? C'est sa première question. Je peux déjà répondre, c'est ça? Je continue toujours avec Monsieur Sylvain. Bon, oui. Il revient pour demander ceci. Pour les marchés non soumis à contrôle a priori, est-ce qu'il est possible d'utiliser les documents types pays de l'emprunteur? C'est plus ou moins une reconstruction de la question précédente. Monsieur Fouedé, une troisième question venant de lui. Lorsque le PPM soumis dans le STEP est renvoyé avec des observations et que l'emprunteur a des marchés urgents à lancer, doit-on d'abord prendre en compte toutes les observations formulées par la banque ou bien est-ce qu'on doit soumettre à nouveau? Ou peut-on aller cas par cas? Ah, c'est intéressant. Monsieur Théodore, qui revient toujours. OK, c'est lui, il vient donner du crédit à la question que j'ai reformulée, qui est la sienne. Merci, je pense que nous avons parcouru toutes les questions. Consultant, D'accord. oui, tout est Je pense que formulé. vous me recevez bien, hein. Oui, vous êtes parfaitement audible. D'accord. Donc, bon, il n'y a pas énormément de questions. Il y a des questions qu'on peut regrouper. Donc, je peux me permettre à cette étape de répondre à ta question sans souci. Oui, Monsieur Massidé, je pense qu'il a posé énormément de questions. On va aller un à un. Comment sont définis comment sont définis les indicateurs clés de performance dans le système? La première chose qu'il faut noter, c'est qu'au niveau de STEP, l'indicateur, là, ces IPC, là, encore appelé KPI en anglais, tout simplement. Donc, quand vous êtes dans le STEP, c'est KPI que vous voyez, c'est juste la version anglaise. Ce sont des outils qui permettent à l'emprunteur, c'est fait pourquoi? Pour faciliter le suivi de la performance. Pour être sûr que, je l'ai dit au début, les objectifs de développement du projet sont atteints en termes de marché qu'on est en train de passer. Donc, ce ne sont que des outils qui peuvent permettre de mesurer la performance. Elles ne viennent pas remplacer des discussions contractuelles. C'est pas que un IPC, lorsqu'il n'est pas atteint, il vient par exemple gérer ou bien compromettre la délivrance d'un avis de non-objection. Ce sont des discussions de performance. C'est important de le rappeler. De l'autre côté, les indicateurs de performance aussi permettent de garantir que l'entreprise, c'est-à-dire qui est en train de faire la prestation selon les cas, ces indicateurs-là permettent de savoir que les niveaux de performance sont vraiment satisfaisants et que tout ce qui est discussion contractuelle sont respectés. Donc, les ITC, déjà, la première chose, c'est pourquoi je veux le rappeler ici, va provenir du marché que vous avez signé. Ça va provenir des clauses contractuelles que vous avez déjà mis dans le marché. Donc, ce sont des indicateurs qui vous permettent de savoir à quelle étape on est. Est-ce qu'on a pu atteindre les performances qu'on est en train de voir à cette étape ou à une étape ultérieure? De l'autre côté, ce qu'il faut noter, c'est que les IPC aussi ont un caractère. On ne va pas les sortir ex nihilo. Je l'ai dit déjà, ça vient du marché. Mais il faut que ce soit des indicateurs, un, mesurables et atteignables. Vous n'allez pas mettre des indicateurs utopiques qui ne sont pas atteignables et qui sont complètement en déphasage avec le marché que vous-même vous avez déjà signé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas venir définir des indicateurs en déphasage avec le marché alors que le marché était signé. Ça, c'est une règle forcément
ne s'appliquera pas ici. L'unité de mesure, il faut pouvoir définir cela en termes de pourcentage. Des indicateurs, vous les avez en termes de pourcentage. Vous pouvez avoir des indicateurs, par exemple, liés au taux d'exécution physique, au taux de décaissement, même au niveau du taux d'exécution, vous allez avoir des indicateurs subsidiaires parce qu'aujourd'hui, le fait vous permet de renseigner même à des niveaux jusqu'à 6 indicateurs pour un seul contrat. Donc, vous pouvez avoir plusieurs indicateurs que vous définissez. Je suppose, hein, je donne un exemple. Parce que vous êtes en train de faire des travaux de construction de, je sais pas, d'un module de classe. C'est un exemple que je donne. Il y a différents, ce qu'on appelle les corps, les différents corps. Donc, en fonction de l'atteinte des objectifs des différents corps, vous allez voir quel est le pourcentage que cela fait dans la globalité du marché. Le fait qu'on ait fait peut-être le gros œuvre déjà, le fait qu'on ait atteint le niveau de, je ne sais pas trop, hein, je ne suis pas spécialiste du crépissage, le fait qu'on ait atteint, par exemple, la peinture, le fait qu'on ait fait la carrelure, ce sont les différents corps. Donc, en fonction de ça, il y a des indicateurs que vous pouvez mettre et les mesures vous pouvez mettre. Pourquoi? Parce que quand un n'est pas atteint correctement, ça peut compromettre l'autre. C'est un peu comme pour un bâtiment, je vous dis qu'on est en train de faire la peinture, alors qu'on n'a pas fait le crépissage. Il y a un problème à ce niveau. Donc, c'est comme ça que les indicateurs vont fonctionner. Maintenant, les indicateurs vont être aussi cohérents avec la feuille de route. Je l'avais dit au début. Le fait de lier pas un indicateur de performance à ces activités de feuille de route dont j'ai parlé au début, là, l'achèvement du contrat, les questions, par exemple, de, de, de modification même du contrat, des modifications, et je pense que c'est à lui qu'il a parlé de deux modifications substantielles qui peuvent intervenir, purement financières, sur lesquelles je vais revenir. Les questions même des intérêts, les questions des intérêts moratoires, donc, font appel systématiquement de l'autre côté aux pénalités de l'État. Donc, il y a même des dommages parfois lorsqu'il y a des cas de litige, les documents de livraison qu'il faut mettre, c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que vous l'appelez, lorsque vous êtes en train de faire les livraisons, vous avez pourquoi ça m'échappe, c'est pourtant basique. Vous avez la commission de réception, le PV de la commission de réception, voilà, provisoire. Donc, est-ce que vous avez trois types de réception? Est-ce que vous avez deux types de réception? C'est vous qui voyez une provisoire, une définitive, ou parfois, c'est un marché, on peut faire des réceptions partielles, ça peut arriver. Donc, les différents tests. Lorsque vous avez, par exemple, une centrale, il y a des étapes, il y a des tests qu'on doit faire. Donc, tout ça, ça va dépendre de la spécificité du marché. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut également forcer. Vous avez les dates de début du contrat, la fin du contrat. Donc, les IPC aussi peuvent être mesurés en termes de timing, de temps. Ce n'est pas seulement le pourcentage, mais le temps aussi, pour voir si on a atteint. Donc, un marché qui est programmé sur 6 mois, qu'on a pu faire en 5 mois. Donc, les IPC vont mesurer le niveau de performance. 6 mois, ça vous fait 100% d'atteinte d'objectif. Et en fonction de ça, si c'est moins, plus, vous êtes pénalisé. Mais il faut faire attention, c'est que l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est que les IPC, lorsque vous les intégrez pour mesurer le contrat, vous ne pourrez plus les modifier. C'est fini. Parce qu'on ne joue pas avec. C'est ça aussi. Donc, l'autre chose aussi, c'est un dernier paramètre, c'est peut-être la cible qui est attendue à atteindre pour l'IPC, parce que les IPC vont permettre à la fin, et ça, c'est ce qu'on ne dit pas systématiquement dans STEP, mais ça va permettre à ceux qui font l'évaluation des rétrospectives du projet. Parce que n'oubliez pas que les marchés que vous avez insérés dans le STEP, c'est dans le cadre d'un projet global financé par la Banque mondiale. Donc, ceux qui vont faire l'évaluation rétrospective du projet exposent vont utiliser ces IPC-là, parce qu'eux vont utiliser non seulement ces IPC sur les marchés, parce que beaucoup ont tendance à croire que l'évaluation rétrospective, ce n'est que sur les objectifs directs d'évaluation du projet en termes d'atteinte directement. Est-ce que le nombre de personnes a été impacté? Est-ce qu'on a atteint tel taux, tel taux? Oui, ça, c'est dans le cadre logique du projet. Donc, ces IPC que vous avez là, il y a deux IPC. Il y a les IPC du cadre logique du projet qui sont définis systématiquement en amont dans le rapport d'évaluation du projet. Et les IPC que vous avez de façon subsidiaire liés maintenant au marché, à chaque marché. Le principe est le même. Le principe est le même, mais les éléments d'appréciation ne sont pas les mêmes. Donc, ces IPC que vous allez avoir sur les marchés publics là vont permettre même à ceux qui sont à l'évaluation de l'objectif de bien voir aussi si. Après, on peut se questionner, c'est-à-dire quels sont. Pourquoi on devait atteindre 100% d'objectifs ici et qu'on a pu atteindre 150%? 150% d'objectifs, ce n'est pas mauvais. C'est mieux. Mais pourquoi on a atteint? Il faut se questionner et savoir. Donc, l'objectif aussi de cette IPC-là, c'est de faciliter l'évaluation rétrospective des projets. Ça, ce n'est pas quelque chose qui dit systématiquement, mais c'est le cas. De l'autre côté, on parle de est-ce que pour les marchés, c'est toujours la même personne, je crois, c'est ce qu'il a dit.
Monsieur Ouédé. Ce n'est pas là. Donc, Monsieur Oui, Ouédé cette fois-ci. Monsieur Sylvain oui. Ouédé demande que pour les marchés soumis à contrôle, a posteriori, l'on peut utiliser des documents types nationaux ou est-ce qu'il faut utiliser pour tous les marchés les documents de la Banque mondiale? Ça, c'est un débat carrément différent hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Ça n'a rien à voir avec le STEP. Ici, c'est la démarche même de planification, certes, je l'avoue. Et à ce niveau-là, vous pourrez avoir les deux. Beaucoup pensent aujourd'hui que lorsqu'on est sur un projet Banque mondiale, c'est systématiquement les directives de la Banque mondiale qui s'appliquent et les documents types. Parce qu'avant de venir, les documents types proviennent d'une source juridique plus élevée. Les documents types, c'est une déclinaison même pratique ou même opérationnelle du règlement de la Banque mondiale. Comme les documents types nationaux sont une déclinaison de votre code de passation des marchés qui est de vos décrets d'application. Donc, ici, vous allez avoir pour les marchés soumis au contrôle, que ça soit même a priori ou a posteriori, selon les cas, vous allez avoir parfois l'utilisation de vos documents types nationaux. C'est-à-dire, on vous permet même d'utiliser votre code de passation pour passer les marchés. Pourtant, vous êtes sur un financement Banque mondiale à 100% sur une activité. Mais il faut avouer que cela n'arrivera que sur des marchés en termes de planification où les niveaux de risque sont faibles et les montants estimés sont faibles. Quand je dis les montants estimés sont faibles, vous allez vouloir faire, par exemple, sur un financement de la Banque mondiale, une acquisition, je ne sais pas, de 50 millions à ce niveau-là. En l'état de planification des marchés publics, il y a de fortes chances, ce n'est pas garanti, je dis bien, il y a de fortes chances que si vos indicateurs pays sont verts, évalués dans la PPSD, bien sûr, en amont, on vous laisse utiliser votre code de passation. Et la Banque mondiale le fait de plus en plus aujourd'hui. Vous allez voir que sur des marchés qu'ils financent, il faut laisser utiliser votre code de passation parce qu'ils ont évalué ce système-là et ce système est pertinent. C'est ce qui a d'ailleurs amené beaucoup de pays, je ne sais pas encore pourquoi, chercher à se coller carrément, à aller carrément prendre des pans entiers même des dispositions de la Banque mondiale et les mettre dans leur code pour être le plus proche possible des dispositions des bailleurs de fonds. Mais le souci, c'est que quand vous le faites, vous ne le faites que pour la Banque mondiale, vous ne pouvez pas le faire pour tous les bailleurs. Voilà, c'est un peu ça la limite. Donc, c'est bel et bien le cas aujourd'hui. On utilise les documents de passation des marchés de vos pays pour passer les marchés financiers par la Banque mondiale. Je descends. Quelle partie ou module du STEP permet de télécharger les documents types de la Banque mondiale? Ce n'est pas dans le STEP. Le STEP ne permet pas de télécharger les documents types. Les documents types, c'est à télécharger sur le site même de la Banque mondiale. Ça n'a rien à voir. Il faut aller sur le site de la Banque mondiale. Vous allez avoir les derniers documents types de juillet-août 2023. Et je souhaite même que cela soit révisé parce que j'ai discuté avec certains. Je pense qu'ils vont actualiser. Pourquoi? Parce que après ce document type-là, il y a eu la cinquième édition du règlement septembre 2023 qui oblige maintenant pour tous les appels d'offres internationaux à utiliser des critères notés. Donc, ça va forcément se définir sur les documents d'appel d'offres, les DAOIR, ce qu'on appelle les DAOIR, les dossiers d'appel d'offres international restreints ou ouverts selon les cas. Mais vous allez devoir intégrer les critères notés de façon obligatoire à ce niveau-là. Donc, il faut aller sur le site de la Banque mondiale, vous l'aurez. Vous pouvez écrire au cabinet, hein, sur le mail du cabinet, on va vous l'envoyer. Il y a tout national à ce niveau-là que nous avons. Certains paramètres, notamment la révision des prix dans les documents types, sont applicables difficiles. Que faire? C'est juste parce que je vais me permettre d'aborder les deux notions parce que ce sont des notions qui vont ensemble. Déjà, l'actualisation des prix. L'actualisation des prix, c'est bien sûr avant le démarrage. Hein, de l'actualisation, c'est qu'il ne peut se faire qu'une fois. On peut ne plus actualiser les prix qu'une seule fois. Maintenant, ce qui va définir l'actualisation, qui est systématique et la révision qui n'est pas systématique parce que la révision va dépendre de la durée d'exécution. Lorsque vous avez une durée d'exécution, aujourd'hui avec la Banque mondiale, c'est 18 mois, un marché qui fait moins de 18 mois, les prix sont fermés non révisables. Supérieur à 18 mois, les prix sont révisables. Mais au niveau spécifiquement de l'AFD, ils ont gardé 12 mois. Donc, vous allez avoir au niveau de l'AFD 12 mois, Banque mondiale, 18 mois. Maintenant, vous pourrez avoir pour des marchés inférieurs à 18 mois des clauses exceptionnelles de révision des prix. Quand c'est pour des marchés qui font appel à des intrants qui connaissent ce qu'on appelle une forte volatilité sur le marché. C'est-à-dire il y a des prix il y a des intrants qui ont une forte volatilité sur le marché pour des acquisitions, on pourrait intégrer des clauses de révision de prix. Et ça, c'est même dans la PPSD que vous voyez ça de façon systématique au niveau des attributs. Vous allez voir ça par rapport à chaque composante. Donc ici, l'actualisation une seule fois, mais la révision va se faire dès qu'on commence. Et l'actualisation, c'est quelque chose auquel vous êtes exposé si vous traînez un peu trop. Donc, c'est même une épée de Damoclès
que vous avez à ce niveau. Maintenant, la révision. Ça a été un débat que j'ai fait, je pense, il y a 2 semaines hein, pour une formation à Dubaï. Pour ceux qui ont vu, on a même fait le schéma pour les formules de révision. Certains estiment qu'il y a des formules de révision qui ne sont pas forcément pertinentes. Mais pour les formules de révision, il faut aller prendre les intrants. Il y a 3 formules possibles. Je ne vais pas les décliner ici parce qu'il faut aller rentrer dans le schéma. Peut-être que je vais vous sortir ça très rapidement. Il y a toujours la grande formule qu'on connaît, c'est celle qui prend en compte le prix du montant révisé, qui prend en compte le prix du montant du marché initial, plus une part liée au traitement des salaires et une part au traitement des intrants, c'est-à-dire s'il y a des matériaux et autres, tout ça qui va prendre en compte. Vous allez avoir cette formule-là qui est applicable en 0,52 pour le salaire en coefficient et en 0,48 pour les autres intrants. Donc ça, c'est une formule. Vous avez aussi d'autres formules qui prennent en compte les taux. Donc, c'est des formules qui se rejoignent en réalité à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le dossier d'appel d'offres qu'il faut questionner pour voir la formule de révision de prix et l'appliquer. Parce qu'il y a cette clause de révision de prix qui est prévue. Bon, on est en webinaire, je ne vais pas pouvoir dire plus. Je voulais vous projeter cela, mais le temps ne nous permettra pas. Pouvons-nous avoir des exemples d'intérêt pour permettre aux consultants d'une autorité contratante d'avoir accès au STEP? Je n'ai pas bien compris la question, je l'avoue. Pouvons-nous avoir 2 exemples d'intérêt ou de manifestation d'intérêt, c'est ce qu'il veut peut-être dire, le dossier de manifestation d'intérêt à soumettre aux consultants d'une autorité contratante d'avoir accès au STEP? Oh, la question est Allô? vraiment compliquée. Je ne l'ai vraiment pas Allô? compris. Allô? Oui, monsieur, non. Oui, est-ce que vous permettez que je puisse l'exprimer oralement? Je vous écoute, allez-y. D'accord, merci. Alors, dans votre présentation, d'abord, merci pour la présentation. Dans votre présentation, vous aviez dit que le STEP, la version actuelle du STEP permet qu'on ait plusieurs comptes sur un projet pour l'autorité contratante, si je vous ai bien suivi. Et vous avez même donné l'exemple en disant qu'on peut même créer des comptes pour les consultants pour le suivi de l'exécution d'un contrat. J'espère que Bien je sûr. vous ai bien résumé. Alors, la question, c'est de savoir quel est l'intérêt pour la Banque mondiale ou l'autorité contractante de créer alors un compte ou des comptes pour les consultants pour le suivi de l'exécution dans le STEP. Juste deux intérêts de pouvoir ouvrir un compte pour les consultants dans le STEP pour les consultants. Merci. Merci beaucoup, monsieur Noum. Déjà, le premier intérêt, c'est que le STEP est vers la gestion des modules, vers la gestion des contrats. C'est à charge de la gestion de ces contrats-là qui vont les administrer. Donc, je l'ai bien dit, si vous avez suivi, quand vous avez des consultants que vous recrutez, attention ici, quand je parle de consultants, je ne parle pas des consultants sur des marchés, c'est-à-dire on a lancé un marché, on a recruté des consultants pour travailler sur le projet, sur le marché. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est pas de ces consultants-là que je parle. Il faut qu'on fasse la nuance. Je parle des consultants qui sont des consultants pour l'autorité contractante même. C'est les marchés. Je parle des consultants de l'autorité contractante même. Je pense que c'est ce que vous avez écrit. Ce sont ces consultants-là. Un consultant qui vous accompagne sur un projet au niveau de la PPSD, vous recrutez un consultant pour vous accompagner dans la gestion des marchés, de certains marchés spécifiques. Je suppose que vous êtes en train de faire un projet et qui a un volet infrastructure, un volet génie civil, pardon, un volet, je ne sais pas, énergie, je suppose. Pour le volet énergie, vous pourrez recruter un consultant qui va vous appuyer. Donc, ce consultant-là, pour les marchés, par exemple, de construction de centrales photovoltaïques qui sont dedans, s'il y a de mini-centrales hybrides et de petits taux, il va être le consultant qui va vous accompagner dans la gestion de tout ce qui est procurement lié à ces volets-là. Donc, pour les marchés qui vont être signés, qui vont être lancés dans ce cadre-là, c'est ce consultant-là qui a le lead, que vous l'avez pris pour ça. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il aura accès à STEP. C'est le deuxième exemple que je pourrais vous citer à ce niveau-là. Voilà. Donc, le premier, c'est qu'il faut dissocier les deux. Il ne s'agit pas des consultants qu'on va recruter pour exécuter des marchés ou des prestations dans le cadre du projet. Non, il s'agit des consultants même. Et cela même peut arriver dans le cadre, comme je l'ai dit, des maîtrises d'ouvrage délégués. Dans le maître d'ouvrage, vous signez une convention MOD. C'est le maître d'ouvrage délégué qui devient maintenant l'interface. Ce n'est plus le maître. Ici, maintenant, il n'est pas l'emprunteur direct. Le maître d'ouvrage délégué n'est pas l'emprunteur. C'est l'emprunteur qui, autorité contractante, délègue cela.
Et il y a une signature de convention MOD qui se fait et c'est elle qui va gérer tout ce qui est marché. Vous avez vu même de façon non dématérialisée déjà, quand il y a un maître d'ouvrage délégué, c'est lui qui est l'interface entre, c'est lui qui carrément gère les dossiers de passation des marchés pour le compte du maître d'ouvrage avec le bailleur de fonds. Donc, sur le plan dématérialisé, ça va se passer de la même manière. Donc, voilà un peu ce que je peux ajouter à monsieur. Non. Monsieur Ouédé demande rapidement, on est en train de finir là, pour les marchés non soumis au contrôle a priori, est-ce qu'il est possible d'utiliser les documents type? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question, hein. Lorsque le PPM soumis dans STEP est renvoyé avec observation et que l'emprunteur a des marchés urgents à lancer, doit-on d'abord prendre en compte toutes les observations formulées par la banque avant de soumettre à nouveau? On peut aller au cas par cas. C'est impossible d'aller au cas par cas parce que vous allez voir que pour la Banque mondiale, vos marchés sont mis systématiquement en composantes, c'est regroupé en composantes. Et c'est mis pourquoi en composantes? Parce que chaque marché exerce une pression sur une autre. Donc, on ne peut pas vous laisser lancer certains marchés, alors que pour les autres, on n'a pas défini encore les mécanismes. Ce n'est pas possible. Parce que il y a ce qu'on appelle la démarche de solidarité, que ce soit un dispositif de passation ou un dispositif même de contrôle des marchés publics. Donc, vous ne pourrez pas. Un plan, c'est un plan, ce n'est pas une partie d'un plan. Voilà. L'application, difficile, bien sûr, même pour l'actualisation des prix. Je suis d'accord, c'est pourquoi j'ai parlé de la formule. C'était un débat qu'on a fait avec les cadres d'une société d'énergie de la sous-région il y a quelques jours. Et j'aurais pu partager avec vous les conclusions parce qu'on a vraiment travaillé, on s'est bien entendu sur ce qu'il faut faire, les risques qu'il faut faire. Parce que là, attention, l'autre chose aussi, je me rappelle lorsqu'on était en salle, bon, ils ont eu la chance de venir à cette formation-là en cellule de passation. C'est-à-dire, c'est toute la cellule de passation qui est venue. Donc, on avait la chance d'avoir tout le monde dedans. Et le lead de cette discussion-là a été fait par le financier du groupe. Donc, il faut vraiment que ce soit le financier qui travaille sur ça parce que c'est important. C'est à ce niveau-là que vous allez peut-être voir un tout petit peu la limite des spécialistes en marché public, puis que si vous avez un profil de juriste de base, ça va être compliqué pour vous de le faire. Je ne vais pas vous le cacher. C'est carrément mathématique. C'est carrément mathématique. Et si vous allez même aujourd'hui dans ce qu'on appelle la durabilité des marchés publics, il y a des questions de durabilité même en marché public que vous ne pourrez jamais appliquer si vous n'avez pas un financier à côté. Parce que c'est de la mathématique financière. Je peux vous l'assurer. Si tout à l'heure, vous devez prendre ce qu'on appelle le coût total de possession et pour prendre en compte la notion de ce qu'on appelle le cycle de vie, vous allez devoir faire appel à un financier pour vous aider, hein. Parce que pour le mettre en place, c'est carrément de la mathématique financière parce qu'il y a des valeurs actualisées nettes, il y a des taux d'actualisation, il y a des coefficients, il y a des valeurs résiduelles et tout cela défini. Donc, je peux comprendre que ce soit difficile pour un spécialiste procurement qui n'a pas un profil de financier. Moi, la chance que j'avais lors de cette activité, c'est que je suis financier à la base. Donc, ça n'a pas été compliqué pour moi de l'expliquer. Et dans la salle, le financier a compris. Je peux même vous dire que ceux qui n'étaient pas financiers étaient lagués. Je me disais, bon, ça, c'est un peu trop compliqué pour nous. Nous, on n'est pas financier. On va laisser le financier. Et c'est comme ça qu'on a discuté le financier. Ensemble, on a vu tous les leviers sur lesquels il faut travailler. Par exemple, sur les câbles, la composition d'un câble, par exemple, ça composait de quel pourcentage de temps? Parce que l'autre défi aussi de la révision, c'est les sources d'information. C'est les sources d'information que vous devez avoir. Donc, vous devez être en mesure d'avoir les mêmes informations au niveau des constructeurs. Vous avez bien sûr des marchés dans le cas où c'est carrément harmonisé parce qu'il y a des réglementations. C'est-à-dire, quand on dit tel câble, c'est réglementé, c'est facile d'avoir les informations. Mais pour d'autres, c'est encore plus difficile. Et il y a des choses qui sont, par exemple, liées à vos dispositions nationales, notamment le ministère du Commerce. Les montants des marchés inscrits dans le STEP sont-ils des montants annuels ou sont-ils des montants globaux si l'activité s'étale sur plusieurs années? Pas selon qu'on met le montant annuel ou global, le seuil peut changer, l'approche des prestations peut aussi changer en fonction de. Non, il n'y a même pas de souci à ce niveau. Tout est lié à ce qu'il y a dans le plan de prestation. C'est comme si vous me demandez, dans un plan de prestation des marchés, si on met les montants partiels et le montant global du marché. C'est le montant du marché qu'on met. C'est ça qui permet l'appréciation optimale. Il n'y a même pas de possibilité. Le STEP impose le choix entre le marché au temps passé au temps et marché forfaitaire. Quelle est la différence entre les deux concepts de marché? Bon, la différence, elle est simple, hein. Les marchés au temps passé sont rémunérés, c'est-à-dire quel que soit le temps qui va être passé. Pardon, pour le marché au temps passé, c'est des marchés qui vont être rémunérés en fonction du temps, pour lesquels il n'est possible à l'avance de définir le timing. Et lorsque le temps augmente sur la prestation, vous devez payer davantage.
Et les marchés au temps passé, si vous avez vu que dans les documents, vous avez les deux. Et quand vous voulez faire le marché, vous retirez un selon les cas. C'est la même chose au niveau du STEP. Au temps passé, par exemple, vous allez avoir les marchés de contrôle de surveillance. Donc, le contrôle de surveillance est arrimé à une autre prestation, c'est-à-dire les travaux. Donc, c'est en fonction de la durée des travaux que le contrôle de surveillance va durer. Si les travaux faisaient 5 mois et que le contrôle de surveillance faisait 7 mois, si les travaux ont des décalages sur 9 mois, on ne peut pas. Il faut forcément que le contrôle de surveillance augmente le timing en fonction de ces paramètres. Et il sera rémunéré en fonction. Il y aurait un avenant à double incidence, un sur le temps, c'est-à-dire sans incidence financière, et un avenant maintenant avec incidence financière. Ça, c'est les marchés au temps passé. Et les marchés à rémunération forfaitaire, c'est les marchés classiques que vous connaissez où un montant forfaitaire retenu pour une durée d'exécution claire. Et même quand il y a un décalage sur la durée d'exécution, le montant ne change pas. C'est pas sur les travaux et sur certaines prestations que vous connaissez. On ne va pas être très long parce qu'il n'y a pas que ces deux. Il y a les marchés au pourcentage, il y a les marchés basés sur les indicateurs et autres types de marchés également. Ce sont les deux grands types de marchés qu'on retrouve ici au temps passé, ce qu'on appelle les marchés au temps passé et les marchés à rémunération forfaitaire. Quelles sont, je pense, dernière question. Bonsoir, quelles sont les spécificités par rapport au système national SIGMAP? Bon, les spécificités, bon, il faut le reconnaître, les SIGMAP aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai tendance à même dire quelque chose pour encore faciliter la compréhension. Le STEP, on peut le considérer aujourd'hui comme la version Pro Max du SIGMAP, si vous voulez. Parce que le SIGMAP, c'est pour la gestion intégrée des systèmes de gestion des marchés. Si vous regardez, je l'ai dit au début, l'objectif est le même. L'objectif est le même, c'est la performance au niveau des marchés, tant sur le délai que sur les paiements. C'est ça en réalité qui est recherché. Donc, c'est ce que je peux vous dire par rapport au STEP et au SIGMAP aujourd'hui. Maintenant, le SIGMAP dans vos pays, est-ce que vraiment vous les suivez de façon rigoureuse? C'est un autre débat. Parce que les gens, quand ils renseignent au début, après, ils ne reviennent plus. Hein. Je ne sais pas quelle mesure de torsion les gens prennent, je ne sais pas. Ce n'est pas applicable à tous les pays, certes, mais je connais des pays où le SIGMAP n'est pas vraiment très utilisé. C'est seulement en début d'année que tout le monde se rue sur le SIGMAP, mais après, c'est délaissé. Et à la fin, on vient faire des régularisations. C'est ce qui a fait que, par exemple, le Togo, particulièrement, a même une application supplémentaire. J'ai appris récemment qu'il y avait des problèmes. Alors, ils appellent ça l'OFMAP TP. C'est lui, il est même encore plus proche du STEP que le SIGMAP ne l'est. Voilà. Donc, tout dépend de l'appréciation de chaque pays et de comment est-ce qu'ils vont faire en sorte que le SIGMAP soit vraiment utilisé de façon très optimale à ce niveau-là. Donc, voilà un peu de petites questions, de petites réponses également qui pourraient vous aider pour vos recrutements parce que c'est une question qui, quand ça tombe dans un recrutement et que tu n'as rien à dire sur le STEP, c'est très compliqué. Je vais vous inviter à faire un tour sur le site de la Banque mondiale aussi. Ce sont des documents libres d'accès. Libres d'accès, vous téléchargez, vous regardez, vous pourrez poser des questions et tout le reste. Des questions, bien sûr, pour nos alumni, si on peut poser des questions sur le site MAP, et puis voilà. Et on espère avoir la chance de vous avoir, on espère avoir la chance d'être avec vous pour la formation de Dakar sur les systèmes d'information en marché public et également celle d'Istanbul sur la gestion de la PPSD et la gestion du STEP. Voilà, de façon vraiment détaillée et précise. Merci beaucoup de votre attention. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont dans le mois de carême, hein, tous ceux qui sont en plein mois de carême, en plein carême. Très, très bon mois de carême et je pense que c'est valable au niveau des deux confessions religieuses majoritaires, hein, je pense l'islam et les chrétiens aussi. Donc, très bonne rupture hein, à tout le monde dans les prochaines heures pour ceux qui font en carême. Et merci aussi à M. Henry pour avoir conduit quand même le processus qui nous a conduit à dérouler ce webinaire-là. Merci, Merci consultant. beaucoup. Monsieur Henry? Oui, consultant. Bien, merci. Merci à vous pour la présentation. Merci aux participants pour l'attention. Vos mots de conclusion sont également les miens. Je voudrais inviter tous les participants à checker le site, le site du cabinet Bass Consulting dont je viens d'envoyer également l'adresse. Avec ce site ou par ce site, ils ont tous les prochains programmes, tous les prochains rendez-vous des webinaires et ils pourront prendre les rendez-vous. Merci beaucoup et Monsieur très bonne Henry? soirée. Oui, consultant.
Très rapidement, je vais indiquer le document dont il s'agit, hein, parce que certains Oui. ils disent qu'ils ne savent pas à quoi ça ressemble. C'est un document qui est très libre, hein. Je pense même qu'une personne l'a envoyé dans le réseau marché public aujourd'hui encore. Je pense- Voilà, très rapidement pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble. Bon, là, vous avez le règlement de la Banque mondiale 2023. Ici, je vous conseille vraiment de l'intégrer. C'est la 5e édition de septembre 2023. Là, vous avez les directives de la BAD. Ici, les dernières directives de l'AFD, février 2024. Le LIBRAC de 2022, c'est-à-dire la 2021.1, qui est de 2022, 24 juin 2022. Vous avez ici les directives de la BOAD également. De nouvelles règles, c'est très proche de l'Union européenne, septembre 2020. Et vous avez ici le guide dont je vous parlais. Donc, si vous allez sur le site de la Banque mondiale, vous pourrez le télécharger. C'est le guide, c'est le système de gestion des contrats de STEP. C'est un document honnêtement libre d'accès. Ce n'est pas un document que quelqu'un maîtrise. C'est pour tout le monde. C'est ouvert. Et donc, vous avez, je pense, là, 50 pages, y compris les tableaux que vous pourrez avoir. Donc, il y a 58 figures. Ce n'est pas lourd, hein, je peux vous assurer. C'est quelque chose que vous pouvez finir en quelques heures. Très rapidement. Vous voyez un peu ce dont j'ai parlé. Vous allez voir même les captures. Voilà, voilà les aides incorporées dans le système de STEP, comment vous intégrez les données et tout le reste. Donc, voilà un peu ce document-là. Je vous conseille d'aller le lire pour approfondir vos connaissances dans la gestion du STEP. Merci beaucoup. Merci, consultant. Merci à tous et très bonne soirée.